Dans la vidéo du jour, nous allons parler du top 100 des crypto-monnaies. Je vais essayer de vous les décrypter de manière rapide, vous expliquer ce qu'elles sont, quels sont leurs points forts, leurs points faibles et leurs tokenomics. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où je vais vous parler du top 25 des crypto-monnaies. Ça va vous permettre de savoir à quoi sert le projet, quel est le fondamental derrière, quelle est sa tokenomics et aussi ce que j'en pense. Ça vous permettra de connaître ce qui se fait actuellement de mieux entre guillemets au niveau des crypto-monnaies parce que ce sont les crypto-monnaies dans lesquelles il y a le plus d'investissement. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire si vous aimeriez que je fasse possiblement une vidéo sur la suite du top 100, c'est-à-dire après les 25 premières, faire peut-être de la 25e position à la 50e position. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais commençons tout de suite sur la vidéo du jour, à savoir le top 25 des crypto-monnaies. On va donc attaquer par le roi des cryptos, le Bitcoin, qui est la première et la plus grande des crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière. Elle a été lancée en 2009 par Satoshi Nakamoto, qui est une entité qui n'est toujours pas connue à ce jour et c'est l'une des grosses forces du Bitcoin. Elle est réellement décentralisée aussi parce que son créateur est inconnu et donc on ne peut pas attaquer le Bitcoin via son créateur. Elle est basée sur la technologie blockchain décentralisée ou la technologie de chaîne de blocs. En fait, c'est un registre décentralisé d'informations et de transactions qui vont être encapsulés dans des blocs et qui vont être enregistrés au niveau justement de la blockchain. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose de confiance car la blockchain et le Bitcoin est tout simplement transparente et qu'en fait l'ensemble des informations qui seront encapsulées dedans seront des informations vérifiées et vérifiables par l'ensemble des personnes et auront donc cette sécurité. Les gros points forts du Bitcoin, c'est déjà que c'est la première crypto-monnaie et que c'est sur les enseignements de Satoshi Nakamoto que l'univers des crypto-monnaies a été créé. Donc on va dire que le dogme basique et que la façon de penser décentralisée des crypto-monnaies part du Bitcoin. La deuxième gros point fort du Bitcoin, c'est que c'est un réseau sécurisé. En effet, le Bitcoin n'a jamais été corrompu et est une crypto-monnaie qui est inarrêtable. En effet, elle est décentralisée dans tout le monde et il y a énormément de personnes qui contribuent à la sécurité du réseau. Il faut savoir que le Bitcoin utilise la technologie de Proof of Work, c'est-à-dire qu'on va utiliser des machines, des ordinateurs, des CPU, qu'on va faire tourner et qui vont essayer de résoudre des algorithmes et l'ordinateur qui va trouver cet algorithme va gagner des bitcoins. Cela permet de donner une certaine résilience au système car plus il y a de personnes qui vont essayer de trouver l'algorithme et plus il va être complexifié afin que le temps de bloc sur le bitcoin reste toujours le même. Il y a un autre point fort, c'est que les crypto-monnaies et que le Bitcoin ont une adoption croissante. En effet, le Bitcoin est devenu monnaie légale dans plusieurs pays, ce qui en fait maintenant un actif quand même très décomplexé dans le monde, très connu et qui surtout commence à avoir une réelle utilité. On a vu aussi des upgrades avec le Lightning Network qui permet de payer avec du Bitcoin de manière quasi instantanée. Maintenant, il faut aussi regarder les possibles points faibles qu'on a sur le Bitcoin. Déjà, on a pas mal de volatilité. C'est vrai que c'est l'une des principales critiques qui lui est faite, c'est que cette volatilité en fait pour certaines un mauvais actif refuge. Pour beaucoup, ce n'est pas une réserve de valeur car il est trop volatile et qu'il ne permet pas de résister à l'inflation, ce qui était son but de base. Il a aussi une utilisation limitée pour les transactions courantes, même s'il commence à se démocratiser de plus en plus avec le Lightning Network. De plus, il nécessite quand même une expertise technique pour utiliser les différents portefeuilles décentralisés, car c'est un peu plus compliqué que des interfaces plus centralisées. Et la dernière chose, c'est que beaucoup de personnes lui reprochent de ne pas être vert parce qu'en effet, la technologie de Proof of Work demande énormément d'énergie et que tout simplement cela est polluant. Après, il faut quand même remettre les choses en contexte.
Le Bitcoin utilise énormément d'énergie renouvelable et de plus en plus d'énergie renouvelable. De plus, elle récupère l'énergie perdue de pas mal de centrales électriques pour justement miner le Bitcoin, et elle permet aussi la croissance dans certains pays en voie de développement en créant justement par exemple des barrages ou des centrales électriques afin de récupérer l'énergie et le surplus est redistribué à la population. Une autre chose au niveau du Bitcoin à regarder, c'est sa tokenomics, c'est-à-dire l'offre en circulation par rapport à l'offre maximale et à l'offre totale qu'on pourra avoir au niveau du Bitcoin. Il faut savoir qu'il n'y aura seulement 21 millions de Bitcoin qui seront minés via justement le processus de Proof of Work. Pour l'instant, on a une offre en circulation de plus de 19 millions de Bitcoin, ce qui correspond exactement à 92% par rapport à l'offre maximale et totale. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que pas mal de bitcoins ont été perdus, que ce soit par des faillites, par des arnaques ou alors par des négligences utilisateurs qui ont tout simplement perdu leur clé privée qui leur permettait d'accéder à leur bitcoin. Le bitcoin est donc rare et va être de plus en plus rare. Il est en effet rythmé par un halving tous les 4 ans qui divise la récompense des mineurs par 2 afin de réduire l'inflation sur le Bitcoin. On va maintenant parler d'Ethereum, qui est la deuxième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière. Elle a été lancée en 2015 par Vitalik Buterin et est également basée sur une technologie de chaîne de blocs décentralisée. En 2022, il y a eu un événement très important au niveau de la roadmap d'Ethereum, à savoir The Merge, qui a permis le passage du Proof of Work au Proof of Stake. Cela a fait baisser l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation de la masse d'Ethereum en circulation de près de 95% et a aussi rendu Ethereum plus vert car il n'y a plus besoin de machines qui doivent créer des Ethereum, mais maintenant avec la technologie du Proof of Stake, il faut tout simplement verrouiller ou staker des Ethereum pour sécuriser le réseau. Il faut aussi savoir que ce stacking permet d'amener un rendement au niveau d'Ethereum, ce qui va en faire donc un actif beaucoup plus intéressant pour les institutionnels. En effet, on dit que The Merge est un peu un triple halving, c'est-à-dire que ça aurait divisé énormément la circulating supply d'Ethereum et on voit qu'en plus il y a un burn qui est fait, c'est-à-dire une destruction de tokens lorsque les frais et le réseau est très utilisé. C'est-à-dire que lors d'un bull run, on devrait avoir une utilisation de la blockchain Ethereum bien plus élevée et que donc il devrait même avoir un supply déflationniste, ce qui devrait rarifier Ethereum. Les gros points forts d'Ethereum sont que c'est une plateforme de contrats intelligents et donc qu'ils permettent de faire énormément de choses. En fait, Ethereum, si vous voulez, c'est un peu comme iOS ou Android sur un téléphone. C'est le système qui va permettre de faire fonctionner toutes les autres applications qui, dans le cadre d'une blockchain, sont des applications décentralisées. Ethereum va aussi s'occuper de la sécurité de sa blockchain. Il faut savoir aussi qu'on a une utilisation croissante d'Ethereum, que ce soit pour les applications décentralisées, pour la DeFi, c'est-à-dire la finance décentralisée, mais aussi par le nombre de développeurs qui est dessus. C'est en effet là qu'il y a la plus grosse communauté. De plus, Ethereum a une adoption croissante et surtout utilisée pour les transactions qui ont de la valeur. En effet, c'est l'un des points faibles d'Ethereum, c'est qu'on a des frais de transaction très élevés et donc que Ethereum va être beaucoup moins utilisé, ou en tout cas que son utilisation va être limitée pour des transactions courantes car les personnes ne vont pas vouloir payer énormément de frais pour des petites transactions. Par contre, l'énorme sécurité d'Ethereum va faire que les personnes qui ont des grosses transactions à passer avec une grosse valeur ajoutée vont passer par là. Ça va être un espèce de coffre-fort qui va permettre de faire des transactions décentralisées à forte valeur ajoutée et dans lesquelles on ne veut pas prendre de risques. L'autre point faible d'Ethereum, c'est sa scalabilité. On voit que c'est peut-être l'un des narratifs du futur bull run, c'est-à-dire que beaucoup de layer 2, c'est-à-dire de couches supplémentaires, vont essayer de venir s'implémenter sur Ethereum pour permettre de faire plus de transactions et donc d'améliorer la scalabilité d'Ethereum. Ethereum, comme je vous l'ai dit, a pour l'instant une offre en circulation
qui est aux alentours des 122 millions d'Ethereum. Mais avec l'utilisation du réseau qui devrait être dans une adoption croissante dans les années futures et le prochain bull run, on pourrait même avoir un Ethereum déflationniste. Pour moi, Ethereum va être le narratif, ou en tout cas le fer de lance du prochain bull run, car il fait venir énormément de personnes, permet une énorme adoption et surtout très utilisé. Pour moi, le point fort d'Ethereum par rapport à Bitcoin, c'est qu'il est plus modulable. En effet, au niveau de Bitcoin, les personnes veulent rester sur le dogme de Satoshi Nakamoto et modifier très peu de choses. On voit qu'il y a eu seulement le Lightning Network en 12 ans, mais qu'on reste quand même sur les bases de la programmation. Alors que sur Ethereum, il est très modulable et qu'il a une énorme roadmap à venir sur les 5 ou 6 années à venir qui veulent tout simplement le rendre plus efficient, plus scalable, tout en gardant sa scalabilité et sa sécurité et en baissant les frais. Pour la prochaine crypto-monnaie, on va parler de Tether, qui est tout simplement une crypto-monnaie stablecoin, c'est-à-dire qu'elle est liée à la valeur d'un actif fiduciaire du monde réel. Généralement, le Tether est adossé au dollar et a toujours une valeur d'un Tether à 1 dollar. Ses points forts incluent sa stabilité et sa facilité d'utilisation. De plus, lorsqu'on passe d'une crypto-monnaie à un stablecoin, on évite l'imposition. Ça permet donc de faire des transactions entre crypto-monnaies, car le stablecoin est une crypto-monnaie, sans repasser par la case monnaie fiduciaire et donc taxation. Les points faibles de Tether sont qu'il y a une inquiétude liée aux réserves de garantie qui sont gardées par la société Tether et que l'entreprise n'est pas très transparente. Après, clairement, ce n'est pas à ce niveau-là qu'on va avoir des vraies pépites, car un stablecoin est juste fait pour repasser de manière stable, enfin remettre ses investissements de manière stable et éviter la volatilité des crypto-monnaies. Mais ce n'est pas là-dessus qu'on va faire d'énormes gains. Crypto-monnaie suivante, il s'agit de Binance Coin ou le BNB, qui est la crypto-monnaie native de la plateforme d'échange centralisé Binance. Un échangeur centralisé est tout simplement un endroit où on peut acheter et vendre des crypto-monnaies. Ce Binance Coin, est utilisé pour payer les frais de trading sur la plateforme, les frais de gaz sur la BNB Chain, qui est donc la blockchain de BNB, et pour accéder à des fonctionnalités exclusives, comme par exemple des launchpads. Il faut savoir que Binance est donc une entreprise centralisée qui a lancé un échangeur centralisé. C'est donc la porte d'entrée pour les personnes qui viennent du monde traditionnel et qui veulent rentrer dans un monde plus décentralisé au niveau des crypto-monnaies. Mais ce n'est pas réellement une crypto-monnaie dans le sens de la décentralisation. Il faut savoir que ses points forts sont l'utilisation croissante de la plateforme Binance, l'adoption croissante et que Binance est un projet très solide. C'est en effet la plateforme numéro 1 au monde qui génère énormément d'argent. Elle est largement numéro 1. De plus, elle génère beaucoup d'argent et utilise une partie de ses revenus pour faire ce qu'on appelle du burn, c'est-à-dire détruire certains tokens, ce qui permet de maintenir le prix du Binance Coin assez haut. On l'a vu lors de ce bear market, Binance est l'une des crypto-monnaies qui a le mieux résisté et qui a perdu le moins de sa valeur. Ses points faibles sont bien sûr sa dépendance à la plateforme Binance, le risque réglementaire et le fait que Binance ne soit pas décentralisé. Concernant le tokenomics de Binance, comme je vous l'ai dit, c'est une crypto-monnaie qui va avoir tendance à être burnée. Pour l'instant, on a une offre en circulation aux alentours des 158 millions de BNB et on devrait avoir une offre maximale aux alentours des 200 millions. Ce qui fait que pour l'instant, l'offre en circulation est de 79%. On voit que l'inflation sur Binance est très faible et surtout que les burns permettent de réduire sa valeur. Ce qui est quand même ultra intéressant et en fait un bon actif. On va ensuite parler de l'USD Coin ou l'USDC, qui est encore un stablecoin qui est émis par la société Circle et est garanti 1 pour 1 par le dollar américain. Ses points forts incluent sa transparence et sa réserve de garantie, tandis que ses faiblesses incluent une adoption limitée par rapport à d'autres stablecoins tels que l'USDT Tether dont on a parlé avant. Mais on voit quand même que l'USDC apporte énormément de stabilité et de confiance et qu'il est de plus en plus adopté par les personnes qui utilisent les crypto-monnaies. Passons maintenant sur le XRP, qui est la crypto-monnaie native de la plateforme Ripple.
Il vise à faciliter les transactions internationales de devises, donc à être au niveau des paiements. C'est une crypto-monnaie assez ancienne qui a été lancée en 2012. Il faut savoir qu'actuellement, au niveau de la société Ripple et de son XRP, il y a un procès avec la SEC qui est, on va dire, le gendarme de la bourse américaine. En effet, la SEC veut recatégoriser le XRP, la crypto-monnaie de Ripple, en securities, c'est-à-dire en une action. Et si la SEC réussit à recatégoriser le XRP en action, la société Ripple n'aura tout simplement pas le droit d'émettre des actions. En effet, vous devez être régulé et obtenir certains agréments pour pouvoir émettre des securities, ce qui n'est pas le cas de Ripple. Pour l'instant, il semblerait que le procès aille dans le sens de la société Ripple, mais c'est quand même un énorme point noir qui ferait quand même que Ripple pourrait en pâtir. Après, avec l'adoption des CBDC, Ripple pourrait être choisi justement par les gouvernements pour lancer leur crypto-monnaie de banque centrale, ce qui pourrait quand même permettre un gros développement de la société Ripple. Au niveau de ses points forts, ce serait donc l'adoption par les institutions financières, l'utilisation croissante pour des transactions transfrontalières et le fait qu'elle puisse être adoptée par pour faire les crypto-monnaies de banque centrale. Concernant ces points faibles, il y a bien sûr la controverse juridique autour du Ripple et de son procès avec la SEC, la dépendance à la plateforme Ripple, ce qui en fait quand même un actif très centralisé, et du coup le risque de régulation. On va aussi parler de la tokenomics autour du XRP. On a une offre en circulation aux alentours des 51 milliards de XRP et une offre maximale de 100 milliards. On a donc pour l'instant une offre en circulation de 51%, ce qui nous montre qu'il y a encore pas mal de Ripple qui doivent être émis. On va maintenant passer sur la crypto-monnaie suivante, à savoir le BUSD. Encore une fois, on ne va pas s'étendre sur ce stablecoin qui est tout simplement le stablecoin de l'échangeur centralisé Binance et qui va avoir pour objectif de rester à 1 BUSD égale 1 dollar. Ce n'est donc pas une pépite à proprement parler, mais juste un stablecoin. Le projet suivant, c'est Cardano avec sa crypto-monnaie ADA. C'est un projet cryptographique qui vise à offrir une plateforme plus évolutive et plus sûre pour les contrats intelligents, qui sont quand même la base au niveau de l'écosystème des crypto-monnaies, car ils sont utilisés partout, énormément au niveau de toutes les applications décentralisées, et particulièrement au niveau de la finance décentralisée, et aussi par exemple sur les contrats d'assurance. Ce projet a été lancé en 2017 par Charles Hoskinson. C'est un layer 1 monolithique basé sur le proof of stake et le consensus de Nakamoto. Pour faire simple, le consensus de Nakamoto nous dit qu'il faut que 2/3 des validateurs soient OK pour que la transaction soit validée et considérée comme honnête. Une blockchain monolithique, c'est une blockchain qui va s'occuper de tout, alors qu'une blockchain modulaire va prendre le meilleur de chaque blockchain et d'un set de modules justement pour être plus adaptative. Pour moi, l'un de leurs gros points forts, c'est qu'ils sont très communautaires. En effet, ils ont la communauté américaine qui est derrière, car c'est une blockchain américaine, et qu'ils ont aussi vendu plus de 50% des tokens à la communauté. Leur roadmap est plutôt bien défini, avec un gros travail à venir sur la scalabilité, la gouvernance, ou encore sur les contrats intelligents qui sont leur cœur de métier. Leur gros avantage, c'est qu'ils vont utiliser les tokens natifs et non des tokens wrappés, comme par exemple les ERC20 d'Ethereum. Autre gros point fort, c'est un projet qui a énormément de technologie, qui est sur les contrats intelligents et qui a une adoption croissante, mais qui pour moi est quand même limitée. C'est un projet très sécuritaire, car 70% des Cardano en circulation sont en staking. Et ça, c'est en grandement dû par le fait qu'il n'y ait pas de période d'unbounding. L'unbounding, c'est une période pendant laquelle vous ne pouvez pas récupérer vos crypto-monnaies. Par exemple, sur Atom Cosmos, il faut 21 jours une fois qu'on a réclamé nos cryptos pour les avoir. Et le dernier point fort de Cardano pour moi, c'est qu'ils sont fortement décentralisés car ils ont énormément de validateurs. Mais pour moi, ils ont quand même des gros points faibles. Déjà, pour moi, ils sont assez jeunes. Pas forcément par le fait qu'ils viennent d'arriver, mais par le fait qu'ils n'ont que très peu évolué dans leur roadmap et qu'ils n'ont pas encore énormément délivré. Ils ont une adoption limitée qui est surtout au niveau des États-Unis, une scalabilité qui est quand même faible. Et surtout, pour moi, ils se positionnent en tant qu'Ethereum killer, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas complémentaires pour moi au layer 1 qui restera toujours présent, à savoir Ethereum, mais ils sont plus vraiment dans la compétition. Et pour moi, ils devraient perdre cette bataille.
En plus de ça, ils ont peu de développeurs car le langage de programmation est un langage spécifique à Cardano. Donc pour moi, c'est quand même une blockchain avec une technologie intéressante mais qui a quand même beaucoup de limites. Concernant sa tokenomics, on peut voir qu'il y a 34,5 milliards de Cardano en circulation par rapport à une offre maximale de 45 milliards, ce qui correspond à 77% de la circulating supply, enfin de l'offre globale. Concernant le projet suivant, c'est le Dogecoin avec sa crypto-monnaie, le Doge, qui est une crypto-monnaie Memecoin basée sur une tête de Shiba Inu qui a été lancée en 2013 en tant que blague. En effet, ses créateurs l'ont avoué, de base, ils ont créé cette crypto-monnaie pour tout simplement se foutre de la gueule littéralement des projets crypto-monnaies et en fait, c'est devenu une crypto-monnaie communautaire qui montrait une certaine façon de penser. Il y a eu une adoption massive et en fait, même les développeurs et les créateurs ont été dépassés par la réussite du projet qui de base ne devait être qu'une plaisanterie. Ils sont basés sur le même code source que Litecoin. Le gros point fort, comme je vous l'ai dit, c'est une communauté solide qui est menée par Elon Musk. Une utilisation croissante pour des transactions amusantes et communautaires, mais aussi pour des transactions sociales. Par contre, pour moi, il y a énormément de points faibles. Déjà, c'est un projet qui n'a pas de valeur fondamentale, qui a une utilisation quand même très limitée pour des transactions courantes, qui a un risque de réglementation et qui surtout, pour moi, n'est, on va dire, drivé que par une communauté qui pourrait s'essouffler et surtout par Elon Musk qui en parle énormément. Je pense que si Elon Musk change de bord et dit que le Dogecoin n'est pas une bonne crypto-monnaie, elle risque réellement de s'effondrer. On va maintenant parler d'un projet qui pour moi est bien meilleur que le Dogecoin d'un point de vue fondamental, à savoir le Polygon, anciennement Matic, qui est une plateforme Proof of Stake décentralisée qui vise à améliorer la scalabilité d'Ethereum en réduisant les frais de transaction. Ils visent aussi à améliorer l'expérience utilisateur et sont l'un des leaders pour démocratiser le Web3 avec beaucoup de partenariats avec des marques telles que Coca-Cola. C'est aussi au niveau de Polygon qu'on a énormément de transactions qui sont faites au niveau des NFT car il y a des frais qui sont vraiment très bas. Ils permettent aussi de connecter les plateformes EVM compatibles à Ethereum via un set de modules. Ils utilisent le sharding horizontal pour réduire les frais grâce à l'économie d'échelle en faisant passer plusieurs transactions en une seule sur le réseau Ethereum. Ils travaillent aussi sur l'interopérabilité pour relier la plasma chain de Polygon à Ethereum. Pour moi, ces points forts sont nombreux. On a déjà son rôle de leader au niveau de la scalabilité d'Ethereum via les Layer 2, mais aussi ses ZK, que ce soit le Polygon 0, Nightfall ou Avail, son énorme écosystème. En effet, il y a plus de 37 000 applications décentralisées qui sont déjà déployées sur Polygon, et aussi sa complémentarité à Ethereum. Mais de l'autre côté, pour moi, il y a quand même une grosse faiblesse, justement, que Polygon est très dépendant d'Ethereum. Et pour moi, si Ethereum arrive vraiment via sa roadmap qui est en train d'arriver à se défaire un peu de ces problèmes de scalabilité, Polygon risque justement d'être quand même fortement touché et moins utile. Concernant la tokenomics du Polygon Matic, on peut voir qu'actuellement, il y a une offre en circulation de 8,7 milliards par rapport à une offre totale de 10 milliards. Il y a donc 87% des Polygon Matic qui sont actuellement en circulation. Petit retour au niveau du Dogecoin, je ne vais pas parler de sa tokenomics. Pour moi, il y a une offre en circulation de 132,5 milliards de Dogecoin et il n'y a pas d'offre maximale. Ce qui manque encore, que le Dogecoin est très limité d'un point de vue fondamental, mais même d'un point de vue technique. En effet, les créateurs peuvent décider de créer des Dogecoins en illimité. Et ça, du coup, ça ferait que le Dogecoin ne serait pas très rare. On va maintenant passer sur Solana avec sa crypto-monnaie Sol, qui est une blockchain de haute performance qui permet des transactions rapides et peu coûteuses. Ils sont au niveau de la scalabilité et ont en plus des faibles coûts. Cela a amené cette blockchain à être fortement utilisée par des projets gaming et des projets NFT. En effet, ces projets ont besoin tout simplement de rapidité et de faire beaucoup de transactions à faible coût. La sécurité de Solana est garantie par l'ajout d'une technologie de Proof of History et d'un consensus de preuve de participation. Ces gros points forts vont donc être sa forte scalabilité, sa sécurité renforcée et leur technologie unique de Proof of History. Mais pour moi, il faut relativiser tout ça par pas mal de faiblesses.
Déjà, leur technologie n'est pas totalement au point parce qu'on a eu quand même énormément de pannes à répercussion lorsque le réseau était énormément utilisé lors du bull run. De plus, on a vu qu'en creusant un peu plus, leur nombre de transactions qui est censé être illimité, en fait, n'est pas réellement un grand nombre de transactions. En effet, pour faire une seule transaction, plusieurs transactions doivent être effectuées. Donc en fait, pour une transaction réelle, on va peut-être se retrouver avec 10 transactions sur le réseau Solana. Ce qui nous montre que oui, ils sont scalables, mais qu'ils ne font pas tant de transactions que ce qui est promis dans leur white paper. Et pour moi, une dernière chose, c'est leur lien étroit avec FTX et Alameda, qui sont les venture capital qui ont le plus investi dans Solana et qui ont donc forcément fragilisé l'écosystème, mais surtout la valeur du token. Il faut aussi prendre en compte que Solana veut être un Ethereum killer et donc pour moi, c'est assez compliqué que Solana persiste si Ethereum réussit à résoudre ses problèmes de scalabilité, ce qui peut arriver lors du prochain bull run avec les Layer 2 et l'apparition des optimistiques et ZK Rollup. Concernant la partie, on va dire, tokenomics, Solana a une offre en circulation de 370 millions de sols et pour l'instant, il y a une offre totale de 538 millions de sols. Après, ils n'ont pas d'offre maximale, c'est donc un projet qui va être inflationniste. Passons maintenant sur le projet suivant, à savoir Polkadot. Polkadot qui est encore un layer 1 et qui est toujours dans cette bataille avec Ethereum. On peut dire que c'est un peu un Ethereum-like, sauf qu'il se diffère par le fait d'aller au niveau de l'interopérabilité. C'est donc un protocole blockchain multi-chain qui permet la création de chaînes de blocs parallèles ou parachain qui peuvent communiquer entre elles. Le projet est basé sur le Proof of Stake, comme énormément de projets, et a été créé par Gavin Wood, qui est quand même l'un des cofondateurs d'Ethereum. Donc on montre que quand même, il y a une équipe solide derrière et qui sait ce qu'est la cryptographie et les projets blockchain. Leur cœur de métier est donc l'interopérabilité, c'est-à-dire le fait de faire communiquer des blockchains entre elles. Pour faire simple, on va avoir la relay chain qui est au centre et qui va gérer la sécurité, et celle des différentes parachains. Les parachains vont devoir souscrire à un système d'enchères pour avoir une place. Celle qui donnera le plus pourra donc avoir une place au niveau de l'écosystème Polkadot. Le fait que la relay chain gère la sécurité, ça va aussi faciliter l'échange entre les différents parachains. Sa particularité est d'avoir un réseau test plus rapide et moins sécurisé qui est le réseau Kusama, sur lequel on va aussi avoir des parachains et qui est en quelque sorte le réseau test. C'est pas vraiment un mot à utiliser parce que Kusama est quand même très utile. Mais on va dire que avant de faire une mise à jour sur le plus gros réseau qui est le réseau Polkadot, on va faire ça sur le réseau Canary qui est le réseau Kusama. Les gros points forts de Polkadot sont donc sa flexibilité et sa capacité à connecter différentes chaînes de blocs entre elles. Il y a aussi leur technologie qui est unique et la sécurité du réseau qui est garantie par la relay chain. Le token est aussi utilisé énormément dans l'écosystème. Par rapport à Atom Cosmos qui n'est pas utilisé pour payer les frais, tous les frais sur l'écosystème Polkadot et même le fait de faire des enchères va être fait via le Polkadot, ce qui va mettre le jeton au centre de l'écosystème. Il faut aussi regarder qu'il y a des faiblesses à ce projet blockchain, à savoir un manque de soutien de la communauté pour certains de ses use cases potentiels. Et ça, c'est dû à une mauvaise expérience utilisateur. En effet, déjà, il y a très peu de marketing qui est fait autour de Polkadot. Et en plus, on peut dire que l'expérience utilisateur n'est pas très agréable. En effet, lorsque vous utilisez leur wallet native polkadot.js, clairement, c'est pas très joli, c'est pas très bien fait et c'est pas très facile de le comprendre quand on n'est pas directement dans l'écosystème. Concernant la tokenomics du projet Polkadot, on peut voir qu'il y a une offre en circulation qui est de 1,1 milliard de Polkadot et surtout on peut voir qu'il n'y a pas d'offre maximale, donc comme pour Solana, on est sur un projet inflationniste. Concernant le projet suivant, on va passer sur le Shiba Inu, qui est une crypto-monnaie qui a été lancée en 2020 et qui est inspirée du chien Shiba Inu, à savoir une race de chien japonais. Ça va être un token qui est mis sur la blockchain Ethereum et qui vise à concurrencer le Dogecoin pour devenir le leader au niveau des mêmes coins. Mais leur but, c'est d'y ajouter certaines fonctionnalités, par exemple des fonctionnalités de DeFi. Pour moi, les gros points forts du Shiba Inu, ça va être sa popularité croissante
et sa forte communauté. Tandis que sa faiblesse pour moi vont être que ce n'est pas un projet qui a énormément innové et qui nous paraît de réelle utilité fondamentale. Pour l'instant, c'est vraiment un projet qui est porté par sa communauté et si cette communauté est déçue, elle risque de s'effriter et donc le projet peut vraiment être un projet qui peut être amené à disparaître. On voit qu'on a une offre en circulation énorme de 549 000 milliards de Shiba Inu et en plus une inflation car il n'y a pas d'offre maximale. Donc il n'y a pas de rareté au niveau du Shiba Inu et pour tous ceux qui pensent que le Shiba Inu peut aller à 1 $, ça n'arrivera jamais. Projet suivant, ça va être le Litecoin. Pour moi, le Litecoin, c'est un projet un peu particulier parce que c'est un projet qui n'a pas de réelle utilité. En fait, c'est une crypto-monnaie qui a été créée en 2011 en tant que version légère du Bitcoin. Ils avaient pour but d'inclure des transactions de manière plus rapide que le Bitcoin avec une sécurité qui avait pour but d'être accrue et un coût de transaction plus faible. En fait, ils voulaient faire une version du Bitcoin plus rapide et moins coûteuse. Mais pour moi, le gros point faible du Litecoin, c'est qu'il n'y a eu que l'adoption s'est faite sur le Bitcoin et qu'ils n'ont pas d'adoption et de réelle utilité. En effet, il n'y a que très peu de transactions qui sont faites via le réseau Litecoin. Donc pour moi, le problème de cette crypto-monnaie, et c'est pour ça que je ne développe pas plus dessus, c'est qu'elle n'est pas du tout utilisée parce qu'elle n'a pas réussi à prendre la place du Bitcoin. Concernant son tokenomics, on peut voir qu'il y a une offre en circulation de 72 millions de Litecoin pour une offre maximale et totale de 84 millions, ce qui correspond à 86% des tokens en circulation. Concernant la crypto-monnaie suivante, il s'agit du DAI qui est un stablecoin algorithmique qui est émis par MakerDAO et est garanti à 1 pour 1 par le dollar américain. Ses points forts sont sa stabilité, sa transparence et sa réserve de garantie, tandis que ses faiblesses incluent une adoption limitée par rapport à d'autres stablecoins tels que l'USDC ou l'USDT. On a ensuite le Tron qui est une plateforme de blockchain qui est un concurrent à Ethereum, c'est un Ethereum killer. Et il vise à proposer des contrats intelligents et à décentraliser les contenus numériques comme les jeux et les applications. Ils l'ont d'ailleurs fait avec le rachat de BitTorrent. Il se base sur le Delegate Proof of Stake, c'est-à-dire nombre de validateurs limité. Ils ont réussi à récupérer de la TVL sur la DeFi après la chute de Luna. Le projet a été créé par Justin Sun et est surtout utilisé pour effectuer des transferts d'USDT à moindre coût, environ 1 $. Mais pour moi, il n'a pas d'utilité réelle, une faible communauté et un écosystème pas encore très développé. C'est principalement sur la Chine qu'ils sont implantés et ils font des récompenses incitatives pour ramener des projets sur leur écosystème et ils utilisent le burn sur les frais de transaction comme le fait une autre crypto-monnaie, à savoir le BNB. Le Tron a quand même une offre de 91 milliards de Tron et est émis à 100%. Par contre, ils n'ont pas de max supply. On a ensuite Avalanche, qui est une plateforme en proof of stake de chaînes de blocs qui permet la création de chaînes de blocs parallèles qui peuvent communiquer entre elles. C'est donc principalement au niveau de l'interopérabilité via l'utilisation d'un DAG pour leur consensus de validation et aussi au niveau de la scalabilité qu'ils se positionnent. C'est une infrastructure entre le layer 0 et le layer 1 qui vise à donner tous les outils nécessaires aux applications décentralisées. Ils ont un très bel écosystème qui s'est fortement développé. Avalanche est divisé en 3 chaînes. La X-chain qui permet de gérer les échanges, la Seed-chain qui gère la partie des contrats intelligents et la Pit-chain qui, elle, gère la coordination des subnets. Ses points forts vont être sa flexibilité, sa scalabilité et sa technologie d'interopérabilité via les subnets qui sont des projets qui utilisent la technologie d'Avalanche. De plus, ils sont EVM compatibles. Son point faible est sa tokenomics avec une énorme partie des jetons qui sont détenus par des venture capital. De plus, ils n'ont pas énormément de nœuds de validation, ce qui en fait un projet pas énormément décentralisé. Concernant Avalanche, on voit qu'on a actuellement 44% des jetons qui sont en circulation avec 314 millions d'AVAX sur une offre maximale qui pourrait monter à 720 millions. Projet suivant, il s'agit d'Uniswap qui est un échangeur décentralisé qui permet aux utilisateurs d'échanger des crypto-monnaies sans l'intervention d'un tiers. C'est un peu un Binance mais de manière décentralisée dans lequel on n'a pas besoin de KYC. Ils permettent aussi d'apporter de la liquidité.
Pour pouvoir se connecter, il faut tout simplement utiliser un portefeuille décentralisé comme MetaMask, ce qui rend l'utilisateur maître de ses clés privées et en fait donc sa propre banque. Ses points forts vont être le fait que ce soit décentralisé, le fait que sur Uniswap on ait énormément de paires et donc une grande liquidité et sa facilité d'utilisation une fois qu'on sait gérer MetaMask. Il est l'un des leaders au niveau de la DeFi. Il faut savoir que la gouvernance d'Uniswap est gérée par les détenteurs des tokens Uni. Sa faiblesse réside dans la complexité d'utiliser justement des portefeuilles décentralisés, contrairement aux échangeurs centralisés qui sont plus faciles d'utilisation. Son code est open source et le rend donc sujet à des copies telles que, par exemple, SushiSwap. Il faut maintenant regarder son tokenomics. On voit que Uni a 762 millions d'Uni sur une offre maximale et totale de 1 milliard. On a donc une offre en circulation de 76%. Ce qui laisse encore des tokens à ressortir, mais quand même une grosse majorité de la supply est déjà émise. On a ensuite le Wrapped Bitcoin, ou le WBTC, qui est tout simplement une crypto-monnaie qui est émise sur la plateforme Ethereum et est garantie à 1 pour 1 par le Bitcoin, détenu dans des cold wallets. En fait, c'est tout simplement la représentation d'un Bitcoin sur la blockchain Ethereum. Il sert juste pour faire de la DeFi et d'autres choses. Ses points forts vont être justement qu'il permet d'utiliser des bitcoins sur la blockchain Ethereum. Projet suivant, il s'agit d'Atom Cosmos, qui est un projet blockchain Proof of Stake créé en 2017 et qui vise à devenir l'Internet des blockchains en connectant les différentes blockchains entre elles. Il mise donc sur l'interopérabilité via l'IBC et la facilité d'utilisation via ses protocoles Tendermint. De plus, le Cosmos SDK, qui est un set de modules, a permis une forte adoption et une exposition de son écosystème. Il y a une grosse hype grâce aux différents airdrops qui visaient à récompenser le Cosmos Hub. En effet, de base, Cosmos a pour objectif, depuis sa genèse, de fournir des outils pour développer des applications décentralisées dans un écosystème interopérable. Et cela sans demander une contrepartie financière et économique. Les gros points forts de Atom Cosmos vont être sa flexibilité et son interopérabilité. Sa faiblesse va plus être au niveau du positionnement de son token qui n'a pas de réelle utilité et qui a quand même une inflation. Mais le but de cette inflation, en fait, c'est de punir les personnes qui ne stackent pas le Atom Cosmos. Le white paper de Atom 2.0 vise justement un repositionnement du token Atom au centre de l'écosystème via sa sécurité partagée. Ce qu'on peut regarder au niveau du Atom Cosmos, c'est qu'au niveau de sa tokenomics, il est plutôt pas mal. En fait, pour l'instant, on a juste une inflation aux alentours des 20% annuels qui est compensée justement par le staking. Autre projet qualitatif, le Chainlink, qui est un protocole d'Oracle décentralisé qui permet aux contrats intelligents de se connecter avec des données externes. Un Oracle, ça va permettre d'apporter des données extérieures à la blockchain dans la blockchain. C'est donc un protocole indispensable à l'écosystème des crypto-monnaies car il alimente les différents contrats intelligents et les principaux projets de finances décentralisées. Il faut savoir que le protocole Chainlink génère énormément de revenus via la fourniture de données et que leur roadmap projette une forte croissance due à un nouveau système de facturation des whitelists. En fait, avant, si vous voulez, il y avait par exemple AVE qui payait pour avoir des données au niveau de la finance décentralisée et elles étaient ensuite disponibles à tout le monde. Maintenant, seules les personnes qui auront payé auront accès aux données de Chainlink. Et en plus, ils vont monter leur prix. Donc, on va avoir vraiment des revenus qui vont énormément monter et Chainlink va devenir encore plus riche et un protocole qui a énormément d'argent. Il faut savoir qu'il se développe aussi sur la preuve de réserve qui va bien dans le narratif actuel où on vise plus de transparence des échangeurs centralisés après l'affaire FTX. Il se développe aussi sur les contrats intelligents dynamiques qui vont permettre d'automatiser certaines tâches. Le Chainlink Market va être un marché de données à la demande et ils sont aussi sur la distribution de données aléatoires. Les gros points forts de Chainlink vont être sa décentralisation et sa très forte sécurité et aussi le fait qu'il soit le numéro 1 et qu'il soit indiscutable dans l'écosystème blockchain. Sa faiblesse, on va dire qu'il n'est pas encore reconnu à sa juste valeur pour moi parce que c'est quand même quelque chose d'assez technique que les personnes ne comprennent pas forcément. Passons maintenant sur l'UNUSED Leo qui est le jeton utilitaire de la plateforme Bitfinex. C'est tout simplement un échangeur centralisé qui est 6e en termes mondial. Il a été fondé en 2012 et le jeton permet d'avoir des avantages sur la plateforme tels que la réduction des frais. Crypto-monnaie suivante, c'est une crypto-monnaie intéressante, c'est le Monero qui est au niveau des Privacy Coins. C'est une crypto-monnaie qui est conçue pour offrir une confidentialité accrue pour ses utilisateurs.
Sa blockchain a été conçue pour rester opaque. En fait, elle va assurer l'anonymat des transactions en camouflant le montant, l'identité et tous les détails. Ses faiblesses vont être que cette crypto a une adoption relativement faible et un risque réglementaire. En effet, c'est la principale monnaie du dark web de par l'authentification des transactions. On a ensuite Ethereum classique ou ETC, qui est une crypto-monnaie qui a été créée en 2016 suite à une divergence avec la blockchain Ethereum originale avec le problème de The DAO. En fait, The DAO, c'est un problème dans le contrat intelligent qui a permis à une personne de voler plusieurs millions. Ethereum, que l'on connaît actuellement, a décidé de repartir sur une base saine en ne prenant pas en compte ce vol, tandis que ETC a décidé de rester comme la blockchain originale. La version actuelle d'Ethereum, c'est donc un fork d'Ethereum classique qui reste fortement minoritaire. Ils vont être basés sur la même technologie avec quelques différences dans le protocole de consensus et dans les politiques de modification de la chaîne de blocs. Ensuite, nous allons avoir Toncoin, qui est la crypto-monnaie native de la plateforme Telegram que vous connaissez. C'est une plateforme d'échange de messages qui est énormément utilisée dans la communauté crypto et ils ont lancé leur propre crypto-monnaie. Ils visent donc à offrir une plateforme blockchain décentralisée et un service de messagerie, de paiement et de stockage de données. On arrive sur la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à liker la vidéo pour récompenser le travail qui a été fait. N'hésitez pas non plus à me dire si vous voulez que j'analyse d'autres crypto-monnaies et que je continue dans le même optique que cette vidéo pour faire les crypto-monnaies qui suivent dans le classement. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompensera le travail qui est fait et ça me permettra de faire grossir la communauté. La vidéo du jour est maintenant finie, salut à tous et à la prochaine.